La naissance de Jeanne-Antoinette Poisson en 1721 s'inscrit dans le terreau instable de la haute finance parisienne, une sphère où l'argent achète tout, sauf la légitimité du sang. Son enfance est marquée par le traumatisme de l'exil de son père légal, François Poisson, impliqué dans un scandale de vivre et condamné à mort par contumace, laissant sa famille dans un déshonneur que seule l'ambition de sa mère, Louise-Madeleine de La Motte, saura racheter. Sous la protection financière de l'amant de sa mère, le fermier général Lenormand de Tournehem, la jeune fille devient l'objet d'une ingénierie éducative sans précédent. Persuadée par une prophétie de voyante que sa fille est un morceau de roi, sa mère façonne celle qu'on surnomme déjà Rainette, pour en faire une arme de séduction intellectuelle et artistique. On lui offre les meilleurs maîtres du royaume. Diction avec Grandval, chant avec Géliotte, clavecin et gravure sur pierre fine. Cette éducation hors sol n'a pas pour but de former une épouse bourgeoise, mais de créer une femme capable de surpasser la noblesse dans ses propres codes. Le mariage de Jeanne-Antoinette en 1741 avec Charles-Guillaume Lenormand d'Étiolles, neveu de Tournehem, constitue le verrou final du plan familial. Cette union lui apporte la respectabilité et, surtout, le domaine d'Étiolles, situé stratégiquement en lisière de la forêt de Sénart. Tandis que son mari est éperdument amoureux, elle transforme son salon en un carrefour de l'esprit où elle reçoit Voltaire et apprend à mener une cour miniature. C'est depuis cette base d'opération qu'elle lance son assaut sur le cœur de Louis XV, pratiquant un harcèlement visuel millimétré lors des chasses royales en croisant le monarque dans des calèches d'azur ou de rose. Le coup de foudre se cristallise lors du célèbre bal des Ifs en 1745, où le roi, timide et mélancolique, se démasque pour elle. Sa rupture avec son passé est alors immédiate et glaciale, elle abandonne son mari dévasté pour entrer à Versailles, recevant le titre de marquise de Pompadour et réussissant le tour de force d'être acceptée par la reine grâce à une déférence calculée. La relation qui s'instaure alors avec Louis XV dépasse le simple cadre de l'alcôve pour devenir une fusion intellectuelle et psychologique indispensable au monarque. Face à un roi sujet à un ennui chronique, elle se transforme en organisatrice de plaisir et en rempart contre ses dépressions. Vers 1750, alors que sa santé fragile, minée par la tuberculose et des fausses couches répétées, l'oblige à cesser les rapports charnels, elle opère un virage génial en devenant la confidente suprême et la favorite de titre. Pour protéger sa position politique, elle organise elle-même le Parc aux Cerfs, une maison discrète où elle gère les plaisirs physiques du roi avec des jeunes filles pauvres qui, sans instruction ni ambition, ne menacent pas son ascendant sur l'esprit du souverain. Reliée au roi par un escalier dérobé, elle devient une Premier ministre de l'ombre. Travaillant quotidiennement avec les ministres dans son boudoir, le cabinet vert, et orchestrant des décisions majeures comme le renversement des alliances de 1756 avec l'Autriche. Cette influence tentaculaire et ses origines roturières déclenchent une haine de classe d'une violence inouïe, cristallisée dans les poissonnades. Ses pamphlets obscènes et anonymes inondent Paris, attaquant son nom, sa moralité et son intimité physique pour tenter de la détruire dans l'esprit du roi. Elle y répond par une démonstration de force culturelle, protégeant l'encyclopédie contre l'Église et finançant des projets monumentaux comme la Manufacture de Sèvres, le Petit Trianon, l'école militaire et la place de la Concorde. Sa résistance est aussi politique, comme en témoigne l'exil du ministre Maurepas qu'elle fait tomber pour une simple injure. Même au cœur des désastres de la guerre de 7 ans, elle reste le roc du souverain, lui lançant le célèbre « Après nous, le déluge ». Pour soutenir son moral défaillant face aux critiques du peuple et de la famille royale qui la surnomme avec mépris « Maman putain ». L'agonie de la marquise est à l'image de sa vie, un spectacle de volonté pure. Jusqu'au bout, elle cache sa maigreur spectaculaire et ses crachements de sang sous d'épaisses couches de fard pour paraître toujours fraîche aux yeux d'un roi qui fuit l'idée de la maladie et de la mort. Elle obtient le privilège inouï de mourir au château de Versailles le 15 avril 1764, à l'âge de 42 ans, un droit normalement réservé au seul prince de sang. Le jour de ses funérailles, Louis XV, brisé mais contraint par l'étiquette à rester à distance, regarde son convoi s'éloigner sous une pluie torrentielle et murmure avec une émotion contenue, la marquise n'aura pas beau temps pour son voyage. Elle laissait derrière elle une France transformée, ayant prouvé que l'intelligence et le goût pouvaient temporairement vaincre les privilèges du sang, tout en payant le prix d'une haine populaire qui préfigurait déjà la chute de la monarchie absolue.